Je parle 20 minutes et après je vous donnerai la parole. Est-ce que tu as 4 pattes devant Ouya? Alors, non, arrête, ne commence pas, l'autre il est en train d'enregistrer, ça tourne. Alors, donc je vous explique. Donc, cette conférence, je l'ai proposée parce que, suite aux conférences que j'ai fait avant, j'ai vu qu'il y avait des questions bizarres. Ça veut dire, j'ai compris que, comme Socrate, j'ai compris ce que vous ne saviez pas, que vous n'avez pas compris, grâce à vos questions. Donc, je vais me référer souvent à ma dernière conférence qui s'appelait La méthode scientifique en question et les constantes fondamentales. Parce que les gens n'avaient pas fait la liaison entre la méthode scientifique et les constantes fondamentales. Alors pourquoi c'était important? Parce qu'au niveau philosophique, justement, puisque c'est un club de philo, il faut comprendre que dès le début de la philosophie, hein, même avant Socrate d'ailleurs, hein, il y avait deux thèmes dominants. Il y avait le thème du mouvement, tout le temps le mouvement, hein, et c'était Héraclite d'Éphèse, Héraclite qui disait ça, il disait rien n'est permanent sauf le mouvement, qu'il disait. Héraclite. Alors, voilà. Lui, pour lui, tout bouge. Il disait même la phrase suivante, vous allez rigoler, on ne se baigne jamais dans le même fleuve. Alors que quand tu te baignes dans la Seine, tu te baignes toujours dans la Seine. Hein. C'est-à-dire que, bon, à moins que le grec soit complètement une langue un peu bizarre, mais quand tu te baignes, c'est pas la même eau, mais c'est le même fleuve. C'est ça que les gens, il faut qu'ils comprennent. C'est le même lieu. Et alors, il y a peut-être l'eau, alors l'eau se renouvelle, mais comme l'eau, attention au concept d'infini, hein, il n'y a pas d'infini. C'est-à-dire la quantité d'eau sur la Terre, elle est mesurée, elle est finie. Donc il y a de l'eau, la même eau qui repasse au bout d'un certain temps. Hein. Oui, il faut tenir longtemps, hein. Non, non, trouver les mêmes molécules d'eau. Non, mais c'est rigoureux ce que je viens de dire. Hein. Poincaré avait démontré que dans les phénomènes chaotiques, on pouvait revenir indéfiniment au bout. Donc, Héraclite, là, visiblement, avec cette phrase stupide, là, en fait, du même fleuve, il s'est trompé. C'est le même fleuve, simplement, des fois l'eau se renouvelle. Bon. Alors, quelle était la version opposée? La version opposée, c'est celle de Parménide. Parménide d'Élée. Il était à Élée. Alors, qu'est-ce qu'il disait, lui? Le concept essentiel, c'est l'être. Et ce qu'il y a de fondamental dans l'être, il est permanent. Donc les mouvements sont des illusions. Alors ça c'est très important au niveau de la cosmologie, parce que j'ai remarqué d'après vos questions, vous n'avez rien compris au déplacement des galaxies. Mais attends, on a pas grand question. Non mais vous avez, non pas vous, mais l'autre, il était là, Jean-Yves qui était là, il ne comprenait pas comment les galaxies pouvaient bouger alors qu'on est dans la phénomène permanent, on ne comprenait pas. Alors, il y avait Bernard qui était bien, il avait donné un exemple, je vais le reciter. Des fois, vous voyez une montagne avec un nuage dessus. Hein? Mais il y a du vent. Mais le nuage, il ne bouge pas. Alors du coup, il faut comprendre que le nuage est renouvelé par des particules qui viennent d'à côté, qui sont de l'eau. C'est tout, il y a une condensation. Là, il y a effectivement un déplacement d'air, mais le nuage paraît immobile. Donc, ce qu'il faut bien comprendre dans la récession des galaxies, c'est que les galaxies s'éloignent de nous, mais elles sont remplacées par des bébés galaxies qui naissent en permanence. C'était la théorie de Hoyle, que j'ai repris, que j'ai améliorée. Hein, et les gens ont abandonné cette théorie en faveur du Big Bang pour des raisons que je vais vous expliquer. Question? Enfin là, tu ne parles pas d'immobilité, tu parles de renouvellement. Ouais, renouvellement des galaxies. C'est pas la même chose. Si, il y a une création permanente, une apparition permanente de C'est matière. pas une immobilité. Comment? Ce n'est pas une immobilité. Non, mais c'est une permanence. Oui, un C'est un remplissage permanent. permanent. Voilà, comme un fleuve, il est permanent, il coule tout le temps, on n'a rien compris, Héraclite. Ah, bon, bref. Alors, donc, Parménide était tellement, comment dirais-je, persuasif. Il y a même un de ses élèves qui s'appelait Zénon d'Élée, qui a voulu faire le malin. Il a dit, bon, comme les mouvements n'existent pas, je vais démontrer qu'Achille ne pourra jamais rattraper une tortue. Il y avait une tortue qui avançait, et Achille, super rapide, voilà. Il commençait à s'élancer. Alors, il a fait la moitié du chemin, au bout d'un certain temps, il restait encore une moitié à faire, encore une moitié. Il a dit, donc, il n'atteindra jamais la tortue. Où est l'erreur? Ben, l'erreur, c'est que mon chat qui s'appelle Achille, si tu lui mets une tortue devant, il va la rattraper à coup sûr. Bon, l'erreur, non, mais
l'erreur, l'erreur, Jacques, il a compris tout de suite, il n'est pas bête. L'erreur, c'est qu'il a introduit le concept d'infini. Mais il faut justement, faut pas introduire le concept d'infini. Et c'est là que je vais vous expliquer comment, pourquoi vous êtes dans cet état actuellement. Les gens détestent les mathématiques, parce que, justement, il y a eu, à un moment donné, à la fin du 19e siècle, il y a eu une scission entre les mathématiciens. Il y a des mathématiciens qui ont voulu faire du formalisme. Il y en avait un qui s'appelait Cantor. Il a introduit l'infini, même plusieurs infinis. Il a démontré qu'il y avait un nombre infini différent d'infinis. Bon, il s'est noyé le poisson là-dedans, bref. Et Poincaré, alors de l'autre côté, Poincaré, il lui a dit, non, c'est pas cohérent. Alors Poincaré, il y avait Kronecker aussi. Kronecker a dit très justement, Dieu a inventé des nombres entiers, et tous les autres sont les inventions des humains. C'est-à-dire qu'il y a des humains, donc je vais vous citer les noms et vous donner les dates et tout, donc vous pouvez vérifier sur Internet. Hein. Ce que je vais vous dire paraît incroyable, et vous allez voir dans quel état la situation elle est, à cause de matheux farfelus, à cause de leur ego démesuré, hein, voyez, ils ont voulu dominer les sciences, alors que, originellement, tout est unifié. Philosophie, mathématiques, physique, biologie, tout est unifié au départ dans le savoir, la recherche. Parce qu'un humain, ce qui le caractérise, c'est pas le rire. Tu ris jamais. Elle rit jamais. C'est pas le rire. Non, mais ce qui caractérisait un humain, les gens n'ont pas dit, les philosophes, là, je sais pas ce qu'ils font, c'est le fait de poser des questions. Donc, la première question qu'il faut répondre, c'est pourquoi posez-vous des questions? Donc, pour expliquer ça, il faut comprendre justement la cosmologie. Parce que quand vous lisez bien, quand vous réfléchissez bien à cette affaire-là, il faut suivre un petit peu le Parménide en question. Il faut dire qu'est-ce que c'est que l'être unique. Vous allez suivre. Quel est l'être unique? Ben, il y a un seul être unique possible, c'est le cosmos. Alors il y a des philosophes qui ont dit « Ah, le cosmos, il ne faut pas rentrer dans la philosophie parce qu'on est dedans. » Oui, mais par la pensée, on peut s'extraire du cosmos et voir que c'est quelque chose, forcément c'est quelque chose de parfait. Alors si c'est parfait, ça veut dire qu'il calcule tout. Et comme tout calculateur, j'espère que vous avez un ordinateur chez vous, vous savez quand vous avez un ordinateur, il vous faut des périphériques. Donc le cosmos crée des périphériques, c'était vous. C'est pour ça que vous calculez en permanence. Donc sans le faire exprès, vous faites des mathématiques, hein, les nuls en maths. Là. Pourquoi? Parce que quand vous aimez la musique, je vous signale que la musique est directement reliée au nombre entier. Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Pythagore. Alors Pythagore, ça a été justement l'un des premiers présocratiques. Et Pythagore, comme il a été en Égypte, il a vu les énormes bâtiments et il a vu surtout le temple Hypostyle là-bas, qui représente le 137, représenté sous forme de grande colonne. Donc les Égyptiens connaissaient le 137. C'est un nombre qui apparaît en physique et que les mathématiciens sont incapables d'expliquer. J'ai demandé à des matheux de la théorie des nombres, est-ce que vous avez rencontré le 137? Alors qu'il apparaît dans la série harmonique. Alors j'ai regardé justement la musique, alors j'ai regardé justement les nombres qui apparaissent en musique, j'ai trouvé tout de suite le 137. Dans la gamme hindoue, à 53 notes, quand on part du Do au Sol, c'est-à-dire ça représente 137 communs hindous. Et les gammes hindous sont plus précises que les gammes occidentales. Donc, Maria qui joue du piano, il faut que tu le saches, entre le Do et le Sol supérieur, tu as 137 communs. Personne n'a vu ça pendant un siècle. Non, mais ça veut dire que les bateaux. Non, mais ça veut dire. Comment ça? 36. Quoi, il y a 36 Ré, mi, fa, sol, ça fait 4 tons. Non, 4 tons, ça fait. C'est 137 communs, les communs hindous. Ça fait 36 communs. Non, 137 communs, c'est la 53e partie de l'unité. Bon, t'es calcule-le, je lui dis, c'est pas. Il y a 9 communs, 4 tons, ça fait 36 communs. Ou alors tu passes à l'octave au-dessus, j'en sais rien. Bah oui, c'est le facteur 6. Il faut passer au facteur 6. Pourquoi 6? Parce que 6, c'est un nombre parfait. C'est le sol supérieur. Et donc, je vous rappelle, je voulais vous vérifier dans la précédente vidéo, de rappeler que les Égyptiens vénéraient les nombres parfaits. Alors, si c'est parfait, pourquoi
Parce que si vous enlevez une unité, vous trouvez 5, et 5 c'est la somme des diviseurs de 6. 5 c'est 2 plus 3. Non, il a raison, mais il explique pas. Alors c'est pareil pour 20, non, il faut pas l'écouter. Par exemple, le nombre suivant c'est 28. 28 est parfait. Bon, je rappelle, je fais des rappels. Là. 28 est parfait, vous vérifierez que si vous enlevez 1, c'est la somme de ses diviseurs. Vous le vérifierez, ça fait. Le terme suivant, c'est 496, qu'on retrouve dans la théorie des cordes et en lié directement avec le boson de Higgs. Ça, j'ai fait la liaison toute seule. Et directement lié au monstre, il y a un monstre en mathématiques, j'en ai rappelé l'autre fois. Le monstre apparaît en cosmologie. Le monstre est directement relié au 496 et au boson de Higgs. Ça va sortir. Je vais faire une conférence à l'Afrique du Sud là, en septembre, chez Jean, pourtant j'en dis pas plus parce qu'il est capable de me copier. Il n'arrête pas d'essayer de me copier. Non, il n'arrête pas. Bon, bref. Je l'autorise à parler devant des gens sérieux et il dit que je le copie. Non, mais comme il ne trouve rien, je vous explique. Il a commencé des recherches sérieuses. Il cherche. Non, il a commencé des recherches sérieuses quand il est arrivé en retraite. Et pourquoi il n'a pas commencé avant? Parce que le fonctionnement des chercheurs, ils doivent publier en permanence beaucoup d'articles. Ça, il a raison. Bah, évidemment que j'ai raison. Alors, donc, il a publié des articles sans intérêt, il a eu 120 articles, personne ne lit ça. Tandis que moi, quand je fais un article, tout le monde le lit. Parce que moi, c'est du sérieux. Non, mais encore faut-il que ça soit publié quelque part. Oui, ben voilà, comment? Ça, c'est ton mérite. Alors, donc, suite à cette découverte du 137 que j'ai retrouvé dans la musique, et que j'ai vu dans les civilisations égyptiennes, j'ai envoyé des messages autour de l'an 2000 dans tout l'Internet. Regardez dans les textes anciens, les fameux parchemins, tout ça, vous devez trouver le 137. Mais 137 est dans la Bible, ça, il a Ben justement, alors, il a même pas été capable. salut Jeanne. Alors, il n'y en a qu'un seul. Alors là, je félicite bien, je félicite On t'a dit ici. d'attendre. Il m'avait dit, attends. Non, attends, je vais résumer, arrête. Installez-vous. Donc, je vais résumer rapidement ce que Jacques a trouvé. Jacques, il est toujours fourré dans la vie. Donc, il a trouvé à un moment donné, il y avait un de leurs directeurs, je ne sais pas quoi, un chef de tribu, qui est mort à 137 ans. C'est Ismaël. Oui, bon, 137 ans, il est mort. Ah, c'est C'est pas normal. l'ancêtre des Arabes. Non, mais c'est pas normal, il est mort à 137. Et alors, la servante qui a expliqué ça, elle était d'origine égyptienne. Alors que l'autre, son frère, sa servante, ou demi-frère, sa servante était d'origine plutôt Sa femme, c'est d'origine chaldéenne. chaldéenne. Voilà. Il est mort à 180 ans. Et 180, c'est encore un nombre Connu des Chaldéens. très très important, parce que bah, c'est dans les... Salut. C'est lié Non, mais j'ai insisté pour qu'il commence. Ah non, mais j'ai envoyé un message à Jacques. Oui, on commence sans toi. Non, D'animer ou à Alain. non, de toute façon, tu vas animer. Moi, je parle 20 minutes. Il faut repartir depuis le début, hein, parce que c'est pas correct. Non, Non, c'est tout. Je résume ce que j'ai dit l'autre fois. Ah, je me mets à côté ou comment Non, on fait? mais là. Toi ici, mais non, pas de mariage. Je me mets près de Maria. Sinon, il va t'agresser. Donc on a commencé parce qu'on sait qu'il y a une vidéo qui est prise par Jacques, et Jacques il prend des très bonnes vidéos. Parce que ma voix passe bien, c'était une belle voix. Alors, ça passe bien. Donc autrement dit, si tu as raté le début, hein, donc c'est pas grave, vous allez voir, c'est très puissant. Quoi. Donc je résume ce que j'ai dit. Tu as dit bonjour à Jeanne ou pas? Alors je résume, j'ai dit que dans les origines de la philosophie, il y a la lutte entre le mouvement et la permanence. Et j'ai démontré que la permanence vous est convaincu, j'espère, avec cette histoire de fleuve que c'est toujours dans le même fleuve qu'on se baigne. Donc, oui, mais je te répète pour Nadia, parce que Mais je répète. elle suit pas. Ouais. Alors, donc j'ai dit que ce qui est important, c'est la permanence. Donc si on applique ça au cosmos, le cosmos doit être permanent. Donc l'idée du Big Bang original, c'est une grosse bêtise. Et maintenant c'est complètement, ils sont complètement dans l'impasse. Par exemple, quand il y a eu l'accélération des galaxies, moi je l'avais prévu. C'était prévu. Le modèle concurrent prévoyait l'accélération des galaxies. Alors personne ne l'a dit dans Wikipédia et compagnie, mais c'est vérifiable. Donc la théorie concurrente avait prédit l'expansion des galaxies, l'accélération de l'expansion des galaxies. Ça a été un choc terrible pour les... Ils ont été obligés de réécrire tous les traités. Bon, donc je reviens alors donc, au thème de la soirée, hein, donc j'ai encore pour 10 minutes.
c'est qu'est-ce qui s'est passé avec les mathématiciens? Comment en est-on arrivé là? C'est la faute à Poincaré. Non, non, Poincaré, il était bien. Poincaré, il était multi. Mais les autres, les opposants, les formalistes, ils ont voulu dominer tout le monde. Alors, il y avait Cantor au début avec ses infinis multiples. Ensuite, il y a eu, comment il s'appelle l'autre Euler, c'était bien. Non, c'est pas Euler. Un grand génie. L'allemand, là. Hilbert. Hilbert. Ah, Hilbert est arrivé. Ouais. Hilbert, il est complètement ridicule. Il a présenté 23 problèmes en 1900. Et le 6e problème, c'était axiomatisation de la physique. Ça veut dire, parmi les 23 problèmes, la physique, pour moi, c'est un petit trou. Et Gödel, est-ce qu'il se situe dans Après, la attends, donc en 1900, donc Hilbert a ramené les mécaniques. Notez-le. 1900, Hilbert mécanique. Il a roulé les mécaniques. Il a repris, il a admiré Cantor, il a dit Cantor nous a ouvert la porte d'un paradis. C'est la honte. Alors après, alors tenez-vous bien, approchez-vous à votre table, parce qu'en 1910, il y a deux farfelus qui s'appelaient, ces deux Anglais, un qui s'appelait Russell et l'autre Whitehead. Alors ils ont fait Principia Mathematica. Ils ont dit, oh ben nous on va tout refaire. Toute la logique, à partir de la simple logique. Et au bout de 160 pages, ils ont démontré 1 plus 1 égale 2. Non, ça ne s'invente pas. Vous pouvez le vérifier, il y a Cédric Villani là. Attention, hein, il est responsable de la réforme de l'enseignement. Justement, c'est pour ça que vous le Si tu suis suivez. plus mal, tu risques d'aller en prison. Non, mais vous regardez dans l'internet, vous allez dans YouTube et vous regardez Cédric Villani, conférence pour les 350 ans de l'Académie. Il est arrivé avec son costume de machin, il a rajouté sa petite araignée sur son costume. Salavalière aussi. Il est ridicule. Alors, non mais, c'est très sérieusement, vous allez voir, il n'a même pas rigolé. Il a dit, ah oui, au bout de 160 pages, c'est vrai que 1 plus 1 égale 2. Donc on vous prend pour des imbéciles. Carrément, vous pouvez vérifier dans Internet. Alors, le pire. Attendez, Même mon chat, il sait faire. le pire. Ah oui, les poules. Par exemple, un animal, il paraît qu'une poule peut compter jusqu'à 3. Au-delà de 3, ils n'arrivent plus à compter. Parce que s'il y a un poussin qui des fois, il y a un poussin qui s'égare, je ne rends pas compte. Mais si c'est 3 et tu passes à 2, là, comment ça gueuler? On passe à 2. Bon, bref. Alors, le pire, c'est qu'en 1910, la même année, il y avait un jeune apprenti chercheur qui s'appelait Arthur Haas. H2AS. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a rassemblé 3 formules de l'énergie et il a inclus la formule de Planck avec le H. Dans un simple modèle, il a trouvé le rayon de l'atome. 3 ans avant Bohr. Personne ne le dit. Par contre, c'est dans Wikipédia. Vous pouvez retrouver ça. Ça, c'est très important. 3 ans avant Bohr, personne ne le dit. Arthur Haas, un simple étudiant, rien du tout, simplement, avec un petit raisonnement logique, avait trouvé le rayon de l'atome. Alors qu'Einstein, pendant 10 ans, toute sa carrière, il a jamais réussi à le faire. Et Bohr a trouvé après, au bout de 3 ans, mais sans argument vraiment. Tandis que le modèle de Haas était d'une beauté parfaite. Einstein avait dit qu'il était plus fort que lui quand même. Non, Einstein, Il n'a pas dit qu'il était plus fort que lui, que l'autre était plus fort que lui. non, Einstein, il s'est écrasé, de toute façon, c'était un copieur. On ne peut pas prendre tout ce que vous dites, Francis. Hein. Non, mais ça, faut que tu regardes Vous pouvez n'importe quoi. C'est amusant, mais il ne faut pas le prendre. faut que tu regardes ma vidéo. Non, mais c'est sérieux. Faut que tu regardes ma vidéo précédente. Non, mais As, il n'avait aucun argument, alors que Bohr a donné des arguments. As, il faisait de la numérologie, quoi. Il, faisait il a rapproché. Il faisait joujou avec des constantes. Il a fait de l'esthétique, des formules esthétiques, et il a trouvé le bon à la bonne valeur. Il y a simplement un facteur de... Par hasard. Non, c'est pas du hasard, puisqu'après j'ai fait le même raisonnement avec la molécule d'hydrogène et j'ai trouvé le rayon de l'univers. Par hasard. Non, c'est pas du hasard. Alors il croit au hasard. Alors, voyez le fou. Alors voilà, faites attention, il y a des faux scientifiques. Non, c'est vrai. Si, il y a, donc, pour moi, Jean est un faux scientifique. Pour dire des conneries comme ça. Parce que Eddington a retrouvé la même formule avec un autre raisonnement statistique, et moi j'ai retrouvé en 3 minutes avec simplement le constante universel. Donc on l'a prouvé 3 fois, et même une 4e fois, en considérant que l'électron est un électron unique dans l'univers. Il y a un balayage. Vous savez, les écrans des anciens oscillos, il n'y avait qu'un seul point qui baladait. Donc j'ai dit qu'il n'y a qu'un seul point qui balaye l'univers. Hein.
Pourquoi? Mettez-vous à la place du cosmos. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit des tas, il n'y en a pas deux pareils. Les individus sont tous différents. Mais les électrons sont tous pareils. Donc... Il me semble qu'il y a Wheeler aussi qui a eu cette idée. Non, c'est pas Wheeler, j'ai déjà dit que c'était... comment il Il a s'appelle? copié sur Feynman. C'est Feynman qui a eu Oui, je sais pas. Non, moi, Mais non, mais tu te... Bon, il faut que je répète 1000 fois, toi. non, moi, j'avais vu sur Internet que c'est Wheeler qui l'aurait dit à Feynman. Non, c'est le contraire. Après, c'est peut-être le contraire. Tu as peut-être raison, c'est peut-être moi, bien. Non, c'est J'ai vu que c'est Feynman, Wheeler dans son qui- bouquin, il explique lui-même. De toute façon, que ce soit Wheeler ou Feynman, c'est pas Francis, Francis avait copié. Attends, vas-y, question. Non, mais attends, elle n'ose pas parler. Bah, allez-y. C'est comme Einstein, il copie. Le laisse pas parler. Bah, qu'est-ce qu'il dit? Non, mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il a dit là, quand il a dit à propos d'As, il n'a pas argumenté. Voilà, c'est ça. Il n'a pas argumenté. Alors, qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Parce qu'on peut avoir, en fait, intuitivement, l'idée que c'est ça. Et si on n'apporte pas les arguments. Il n'y avait pas une base physique. Voilà, c'est ça. Oui, alors, Ça paraît très difficile. Oui, non, mais que c'était les autres esthétique. admettent, Oui, mais c'était beau. Bord, il se passait sur toute la physique. Non, mais c'est beau, est-ce que c'est un beau, argument? c'est beau, voilà. Ah oui. C'est un argument. La beauté est un argument. Non, c'est pas Alors d'ailleurs, son article a été refusé, c'est vrai. Mais l'année d'après, Lorenz, quand même, il a dit Mais qu'est-ce que tu entends par beau? Parce que c'est ça qui est intéressant. Ouais, la beauté est universelle. Justement, les sciences, ça varie tout le temps, la philosophie, mais l'art, lui, c'est constant. Donc quelque chose qui est beau, ça reste beau tout le temps. Mais pas comme des trucs dans l'application, ça reste Il y a une beau. phrase qui dit c'est la beauté qui sauvera le monde. Ce qui est bon est vrai. Voilà, je pose une question. Est-ce que selon toi, Non, c'est la dame qui pose comment c'est votre prénom. Ah, madame. Oui, mais non, mais j'aimerais bien rester là-dessus quand même, c'est intéressant. Ce Bon, qui est ah, beau, non, mais ce qui est beau est vrai. Ah oui. Non, c'est vrai. On est pas les faux. Ça, c'est prouvé. Donc là, pour le coup, on est bien. Non, c'est Je fais une conférence sur le vrai, le C'est bon, trop avec beau pour être vrai. Voilà, exactement, c'est trop beau pour être vrai. Non, mais c'est magnifique. Non, c'est magnifique. Puisque je vous dis, en extrapolant, en changeant l'électricité par la gravitation, avec le même raisonnement, vous trouvez le rayon de l'univers. Non, mais ça, Avec le facteur 2, hein, parce qu'il y a 2 atomes d'hydrogène dans Non, le... mais cette idée que le beau, enfin le vrai doit être beau. Il ne faut pas dire tout ce qui est beau est vrai, mais c'est vrai que pour que quelque chose soit vraiment vrai, il faut que ce soit beau. Ça, c'est Einstein qui l'a dit. Parce qu'il a essayé des tas d'équations par la relativité générale qui étaient tordues. Tout ce qui est beau est harmonieux et l'harmonie est réelle. Harmonieux. C'est Et ça. il a trouvé finalement une équation harmonieuse, et là, il a explosé. Mais tout ce qu'il avait trouvé là, c'était tordu, c'était Ligoté, là. Il faut qu'il y ait une Non, mais attends, harmonie. là, même pas posé ta question. C'est quoi votre Il y a une question? harmonie. Non, c'est quoi votre question? Ça se rapproche de ce qu'il vient de te dire, parce que c'est des problèmes de vocabulaire. Effectivement, autant j'adhère à l'idée du mot harmonie, autant la discussion pouvait rester ouverte sur ce qui est beau, c'est subjectif. Par contre, j'ai réagi tout à l'heure, parce que moi j'ai que ma petite logique. Hein, Non, mais c'est je pas connais grave. rien, mais vous avez dit, dans l'univers, il n'y a qu'un électron, je crois, quelque chose comme ça. Et puis après, dans votre raisonnement, vous dites qu'ils sont tous les mêmes. Donc pour moi, il y a encore question de vocabulaire. Un seul ou que les mêmes, c'est pas la même chose. Si, puis il repasse, Donc, il repasse. expliquez-moi. Il repasse en permanence. Doucement. Non, quand vous avez un tube, bon, c'est Oui, oui, donc, les nouveaux attendez, écrans, c'est continuez. différent. Mais quand vous avez un tube, les anciennes télés, vous aviez la télé avant. Vous avez regardé bêtement les images. Et vous n'avez pas pensé qu'il y avait un seul point qui baladait. Ah si, si, si. Non, c'est pas un seul point. Si, c'était un seul point. Je Un seul peux faisceau expliquer. d'électrons. Justement, un pinceau d'électrons. Comment Il y a plein de points, mais ça vient du même. Moi, je peux expliquer l'idée Oui, mais alors, de dans ces Feynman ou cas-là, de Wheeler. attendez, je continue mon raisonnement. Dans ces cas-là, parce que moi c'est que de la logique dans ma petite tête. Ah oui, bah ça Dans ces cas-là, La vérité, c'est un s'il abus, c'est ça. n'y a qu'un seul élément, Ouais. en fait hein, c'est ce que vous appelez le point électron, qui circule, Ah non. dans la télévision il a un effet. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait un autre élément sur lequel cet élément-là marche pour quelque chose. Parce que bon, vous allez un peu trop vite. Il y a des Et ma frères petite jumeaux. logique à chaque fois, C'est prouvé que la formule donne aussi le rayon de l'univers. C'est un autre raisonnement. Non, mais c'est il faut autre comprendre chose. que Francis mélange les faits. Voilà. Il y a des faits d'ailleurs dans ce qu'il dit, il a Oui, oui, découvert oui, une oui, chose, j'aime bien, mais- mais Moi, il y ça a m'arrête. et les hypothèses. Mais il présente dans un magma, parce que dans sa tête c'est clair, mais il Oui, il comprend va pas aller que- beaucoup plus loin. Voilà, C'est il ça. comprend pas. Non, mais
il comprend. J'essaye de vous faire comprendre. J'essaye de lui faire comprendre que l'univers est beaucoup plus simple que vous croyez. Parce qu'on vous a noyé le poisson, hein, sans arrêt. Non, mais j'essaie de suivre. Donc ceux qui étaient nuls en maths, je vous félicite, parce que vous avez. C'était des maths à la. Vraiment. Alors, je continue justement. On va arriver à Gödel. Alors, le fameux Russell et Whitehead, là, donc ils ont fait le Principia Mathematica, ils ont monté 1 plus 1 égale 2. Manque de chance, 10 ans après, il y a Gödel qui est arrivé, il a dit tout ça, c'est une erreur de raisonnement. Donc ils se sont effondrés complètement. Mais alors, malgré ça, il y a des normaliens, il y a une équipe de bande de normaliens. Alors les normaliens, je vous explique, c'est des gens qui sont sélectionnés pour apprendre par cœur et réciter dans un concours les connaissances antérieures qui sont mal fondées. Alors, ceux-là, donc, ils sont normalement destinés à l'enseignement en secondaire. Mais il y a un général de Gaulle qui a voulu faire le malin à la Libération. Il a dit, tiens, on manque de scientifiques, on va mettre, tiens, les meilleurs, soi-disant les meilleurs, oui, dans cette tête de général, on va les mettre à la pointe de la recherche. Ça a été la cata. Il a raison. Attends. Alors, à Orsay, où j'ai enseigné à l'université, les normaliens sont arrivés. Alors, on est descendu dans les classements internationaux direct. Parce qu'ils sont incapables de faire des recherches. C'est des gens capables de simplement répéter. Ils sont très brillants, mais ils manquent de créativité. Ah oui, voilà. Donc, Et c'est une erreur. Ils sont formatés. Alors, ma sup, a d'excellents chercheurs, d'excellents professeurs, mais ce n'est pas ceux qui ont fait normal. Ils viennent de l'extérieur. Hein. Voilà, donc la plupart, ils n'ont rien trouvé. Alors, ils découvrent. La plupart, ou bien ils n'ont pas fait normal, ou bien ils ont fait normal et autre chose. Alors, on avait une copine normalienne, figurez-vous, je lui ai dit, tiens, j'ai trouvé ça. Là, ça vaut rien parce que les Américains ne m'ont pas pompé. Elle se base là-dessus. Les normaliens se basent toujours sur les Américains. Hein. Ils sont les toutous des Américains. Bon, ça c'est un détail technique, c'est bien. C'est dommage qu'ils ne soient pas venus, l'autre. Non, mais ils sont formatés. Comment il s'appelle Odile a travaillé avec des normaliens et des polytechniciens. Pareil, c'est les pires, les polytechniciens des mines. Alors, le 14 juillet, ils défilent avec un pompon. Et vous êtes là, mais non, maintenant. C'est eux qui foutent le bordel. Et ça vient de Napoléon. Ça vient de Napoléon. Napoléon a voulu faire le malin. Alors d'abord, il a rétabli l'esclavage. Ça, c'est tout à fait Napoléon. Et après il a fondé les polytechniques pour avoir, tenez-vous bien, des officiers dans ses armées. À partir de là, on a perdu toutes les guerres. Écoute, Francis, on a tout perdu. Francis, je suis obligé de t'interrompre. Là, tu n'es pas au courant. Voilà. Alors, je t'explique la vérité historique. Bon, tout à l'heure, c'est pas fini, tu feras tu mélanges les choses justes. Par exemple, la critique du formatage normalien et l'économie. Ce n'est pas Napoléon qui a créé Polytechnique, c'est la Convention. Napoléon, au contraire, il a rétabli l'université française par décret impérial de 1807, dont il était le grand maître d'ailleurs. Hein, il faut connaître la vérité historique. Je la rétablirai tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. On va pas dire n'importe quoi. Bon, peu importe. Ça va sur Internet. De toute façon, ce qui est important de savoir, c'est ce qui fait ce qui est vraiment le tort en France, c'est les grandes écoles. On fabrique des ânes, on fabrique des ânes. Et alors ces ânes, et alors il y en a un qui s'appelait Langevin. Paul Langevin. Alors attends, un numéro qui est là. Paul Langevin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé l'ENA. Il a dit tiens, il y a des grandes écoles en sciences, on va faire des grandes écoles politiques. Et il a fondé l'ENA. Vous avez vu le résultat? Les politiciens qui sortent de l'ENA, ils sont nuls. Non, mais parce qu'il fallait uniformiser tous les concours. Mais il a fait parce que De Gaulle l'a demandé. Il a fait d'autres bêtises, alors il a recensé Einstein au détriment de Poincaré. Ça, c'est la seule bonne chose qu'il a faite. Ça, c'est très grave. Parce que c'était Poincaré le vrai découvreur de la relativité. On a les preuves. Et Einstein a tout copié. On a les preuves. Il y a le livre de Leveuil. Je vous recommande le livre de Jules Leveuil, de 300 pages, où il y a tous les détails sont marqués, tous les historiques, et lui il ne veut pas admettre qu'Einstein était un copieur, parce qu'il n'y a jamais eu de prix Nobel pour les relativités, c'est à cause de ça. Il ne veut pas l'admettre.
Non, c'est toi qui, parce que tu es un admirateur d'Einstein. Je suis en train de dire des choses sérieuses, ne les mélange pas avec des conneries. s'il te Mais plaît. là, il y a un Nobel pour quoi, là Ah ouais, alors, on y arrive. C'était pas pour... On y arrive, on y arrive. C'était pas pour la relativité. On y arrive. Attends, je t'explique. On y arrive. Le prix Nobel, on ne le donne pas pour une découverte théorique. On le demande pour les fois. Il ne veut pas le comprendre. Bon, je le sais parce que moi j'étais en contact avec des membres du comité Nobel en Suède. Il n'est jamais mis été en Suède, Francis. Bon, je sais pourquoi on le donne le prix Nobel. Et je sais pourquoi d'ailleurs on ne le donne pas souvent des Français. Je l'ai déjà dit. Le prix Nobel, on demande pour un gadget génial avec une explication à la clé. Par exemple, l'effet Mössbauer, c'était un étudiant en médecine qui l'a découvert par hasard. Il aurait pu dire, bon, c'est un accident, etc. Non, il a voulu approfondir. Il a parlé à son patron. Il a trouvé l'explication qui n'était pas évidente. C'est un phénomène quantique. Et ensuite, on a trouvé des applications de l'effet Mössbauer en métallurgie, en biologie. On a même vérifié la relativité générale en laboratoire sans aller sur la Lune. Grâce à l'effet Mössbauer, il a eu le prix Nobel. 2 ans après, il y a eu un congrès Mössbauer à Saclay. C'est un jeune homme, il a eu 31 ans. Parce que c'est un gadget génial. Attends, l'effet Josephson. Ce que tu dis, c'est nul. L'effet Josephson, c'est un gadget génial. Tu me fais taire, là, tu n'as pas fini ma conférence. Non, Nadia, non, mais là, arrête tes conneries. C'est faux ce que tu dis. Attends, je termine. Francis, Non, mais c'est moi le conférencier. Non, mais je termine quand même. Non, On peut peut-être terminer l'exposé. mais non, mais c'est long, ça dure des heures avec pour dire des conneries. Comme d'habitude. Alors, je termine Mais non, Francis. Je vais terminer dans 30 secondes. Ni Poincaré, ni Einstein n'ont eu le prix Nobel pour la relativité restreinte parce que c'était de la théorie. Ni Einstein ni Hilbert n'ont eu le prix Nobel pour la relativité générale parce que c'était de la théorie. Einstein a donné les formules du mouvement brownien, les formules qui expliquaient le mouvement brownien par les chocs atomiques. Il n'a pas eu le prix Nobel parce que c'était de la théorie. Celui qui a eu le prix Nobel, c'est Jean Perrin parce qu'il a vérifié expérimentalement les formules d'Einstein. Lui a eu le prix Nobel pour le mouvement brownien. Et Einstein a eu le prix Nobel pour l'effet photoélectrique, qui est un gadget génial, parce que c'est grâce à ça que quand Francis prend son ascenseur, il ne se fait pas coincer par les portières. Et c'est de là que vient l'électricité d'origine photovoltaïque. Faut pas y toucher. Bah écoute, on va laisser les conférenciers. J'ai terminé, dans 5 minutes. Terminé. Donc j'embraye sur la question. Bon, tu te tais un peu, j'embraye sur la question de Nadia. Nadia t'a posé une bonne question. Pourquoi quel prix Nobel il a eu? Quel prix Nobel il a eu? J'ai répondu. Justement, non, attends. Il a eu le prix Nobel pour un concept complètement idiot. Oui, non, pas C'est pour le un concept, photon baladeur. Pas pour un concept, pour l'explication d'un phénomène Non, physique c'est marqué. expérimental. Vous vérifierez dans l'internet, c'est le photon baladeur qui apparaît dans la. Non, c'est le photon baladeur qui apparaît. Voilà. Et ça, qu'est-ce qui était idiot là-dedans? Ce qui était idiot, c'est qu'on savait que la lumière se propageait par ondes. Il répète ce qu'il fallait. Alors, donc, vous savez que la lumière, ça a été un grand débat qui était mal posé. Parce que les gens disaient, est-ce que c'est une onde ou une particule? Qu'est-ce qu'il fallait dire? Il fallait dire, des fois c'est une onde et des fois c'est une particule. Il fallait préciser, et ça personne ne l'a fait à part Feynman, je l'ai su après, parce que moi dans mes cours j'ai toujours enseigné que la lumière se propage par onde et se reçoit par particule. C'est-à-dire le photon n'apparaît qu'au bout, à la détection. Au contact d'une masse. Voilà. Il y en a un qui Alors, c'est tellement vrai ce que je viens de dire, que ça s'applique aussi à la matière. Un rayon de soleil ne soit pas dans l'espace. Attends. La matière aussi se déplace par onde. Ah, alors là, ça devrait vous interloper. Mais je vous l'ai déjà dit l'autre fois, il faut revoir ceux qui ont raté le début. Hein. Ou alors je recommande à tout le monde de regarder à nouveau ma dernière conférence sur la méthode scientifique en question et les constantes fondamentales. Je recommande, elle est dans l'internet. Vous allez dans le site de Jacques Bellache, il a l'air de rien, mais il fait des bonnes vidéos. Il faut surtout regarder des conférences. Non, les tiennes n'ont aucun intérêt, mais ils misent son papier comme ça. Un conférencier qui lit son papier, c'est pas un bon conférencier. Ça, Francis, on est venu pour t'écouter parler du système éducatif on y arrive. de la prédominance des mathématiques. On y arrive, si tu me laisses parler. Non, mais ça fait 3 quarts d'heure que tu parles. Non, parce que c'est toi qui, comme tout le temps, là, tu la ramènes tout le temps alors que t'es nul. Bon, bref, alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Non, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un certain von... Alors, on arrive à von Neumann. Alors là, un logicien super célèbre, c'est vrai qu'il a participé à la création des ordinateurs, ça je ne peux pas le nier, mais alors, le pauvre von Neumann, il s'est mêlé de la physique,
et en particulier de la mécanique quantique. Alors, il a démontré les fondements mathématiques de la théorie quantique. Et voilà l'une des erreurs du siècle, parce que, alors les normaliens derrière, ah oui, il est logicien, donc c'est bon. Ils l'ont enseigné partout. Moi j'ai vu, tu sais, je me rappelle Christine, on avait une normalienne comme elle le jurait que par von Neumann, parce que von Neumann avait prétendu que la théorie quantique était complète. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de variable cachée. Et c'est Einstein qui a prouvé qu'elle est. Bon, ça va, ça va, arrête les conneries. Alors, donc, non, Einstein est complètement planté là-dessus, on va y arriver. Alors, donc, il y a des gens qui disaient, mais il doit y avoir des variables cachées. Mais von Neumann, non, la théorie, elle est complète. Alors, les gens se sont embraqués là-dedans, jusqu'en 1950, ça c'était 1930. Jusqu'en 1950, il y a un certain David Bohm, hein, vous connaissez un peu l'histoire, il a dit que ça va pas, le théorème ne s'applique pas vraiment, il a vu qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a publié un article, et il y a un certain De Broglie. Un certain De Broglie. Alors, lui qui a ramené sa fraise. De la mécanique ondulatoire. De Broglie. Il a ramené sa fraise aussi. Il a dit, ah oui, zut, parce que moi j'y avais pensé, il a dit, mais une énorme connerie. Il a dit, il y a une dualité onde-corpuscule, c'est-à-dire il a tout mélangé. Alors les gens sont partis là-dessus, et ça a été l'effort. Ils avaient oublié un seul petit détail, vous avez tous compris, que les variables cachées, hein, les écarts étaient suivis. Les variables cachées, c'était le cosmos. Il fallait commencer par le cosmos. Tout bêtement. Ils ont oublié le cosmos, mais il faut le faire, hein, parce que quand même le cosmos est à l'origine de toutes les conceptions philosophiques. Donc, comme ça va, tais-toi, toi, t'as dit assez de conneries. Le cosmos n'existait pas. Ça va, le cosmos. Alors le cosmos, vous connaissez même pas le Big Bang. Il y en a, alors attends, je vous explique. Ils avaient vu quand même qu'il y avait des relations numériques entre la dimension de l'univers et les rayons du noyau de l'atome. Il y avait 10 puissance 40. Ça c'est Dirac. Ils avaient vu, oui, Dirac l'a vu aussi, oui, justement il a fait des grosses conneries là-dessus. Il y a Eddington qui avait vu ça, et Dirac et Eddington n'est pas du tout d'accord. Parce que Dirac a fait un raisonnement complètement foireux. Il a dit, tiens, ben, les constantes mathématiques, c'est des nombres petits, donc ce grand nombre, ça doit être l'âge de l'univers. Il a dit, il y a une constante qui varie avec l'âge de l'univers. C'est imbécile de Dirac. Alors, parce que, comme je l'ai dit dans ma précédente conférence, ce qui est essentiel dans la physique, dans la science en général, c'est de chercher qu'est-ce qui est constant. Ce qui est constant, ce sont les constantes fondamentales. Donc on n'y touche pas. Ils ont d'ailleurs vérifié par les études d'astrophysique. Au début, ils avaient cru voir une variation dans une constante, puis ils ont bien vu que ça pouvait. Donc autrement dit, il y a une permanence dans l'univers, et cette permanence est donnée en particulier par les constantes universelles. Hein, vous connaissez quelques constantes. Il y a la vitesse lumière, qui est une constante universelle. Hein, mais elle est très lente à l'échelle du cosmos. Donc il vaut mieux se tourner au niveau cosmique vers d'autres constantes qui sont G, la constante de gravitation de Newton, le H, le fameux H, qu'a utilisé Arthur Haas, la constante H, et comme il faut une troisième constante parce que vous savez, il y a trois entités fondamentales dans l'univers. Ça c'est très important. Il y a la longueur, la masse et le temps. Il n'y a pas la charge. Parce que la charge électrique n'apparaît pas comme une grandeur. C'est un nombre pur, la charge. C'est ça qu'ils ont trouvé. Ils se sont trompés tout le monde là-dessus. C'est un nombre pur. Parce que quand vous prenez une décharge électrique, c'est un nombre toujours entier de charge électrique. C'est pareil, comme je disais l'exemple de la danseuse l'autre fois. Quand vous avez une danseuse, elle tourne toujours un multiple entier de la constante H, constante de moment cinétique. C'est-à-dire que les constantes quantiques s'appliquent au niveau macroscopique, contrairement à tout autre que vous avez vu dans l'Internet, qui est tout faux. Hein. Alors Wikipédia, tout ça, c'est tout faux. Ils disent la constante quantique n'apparaît que dans le monde microscopique. C'est faux. Il suffit de se rappeler le calcul du rayon d'une étoile. Le calcul du rayon d'une étoile fait intervenir le H. Et le nombre d'atomes dans l'étoile. Et quand vous faites tendre le nombre d'atomes vers 1, vous retrouvez le rayon de l'univers. Donc autrement dit, la formule du rayon de l'univers était présente dans tous les traités d'astrophysique depuis Newton et compagnie. Donc voilà l'état lamentable dans lequel est la physique actuelle, c'est-à-dire que la science est gouvernée par des pseudo-scientifiques, et en plus ils critiquent les pseudo-sciences. Là, dans la fameuse conférence là, des 350 ans
de l'académie. Il y en a une, là, la secrétaire perpétuelle, elle est nulle. Je l'ai eu comme ODEA, c'était ma collègue. Alors, elle a dit, ah oui, ce qui est gênant, c'est les pseudosciences. Ils ne se rendent pas compte que eux, ils font des pseudosciences. Les sciences officielles sont des pseudosciences. Alors, il y a un exemple aussi fameux, c'est le fameux darwinisme, complètement idiot, biologie, là. Ils disent que les espèces peuvent modifier au hasard on ne fait rien de bon. Hein. Donc, c'est pas du hasard. Donc, il y a, c'est là qu'on fait appel au grand cosmos. Je vous signale que j'ai calculé son volume. Hein. Le volume du grand cosmos, figurez-vous, rapporté au volume de l'atome, hein, la dimension de l'atome, c'est 137 puissance 137, comme par hasard. Divisé par pi. Oui, ça va, il n'y a pas, donc c'est un détail. Donc, il n'y a pas de hasard en science. Hein. Non, mais pour tomber sur un nombre comme ça, c'est pas possible que ça soit hasard. Et il y a d'autres confirmations. Autrement dit, j'ai démontré que l'univers est fini. Au-delà de la distance qu'on peut voir à la Lune, c'est-à-dire au-delà des 13,8 milliards d'années-lumière, il faut multiplier par 10 puissance 60, il y a un super grand cosmos d'électrons. Il est très très puissant, il est très parfait. J'ai calculé son volume. Alors vous pouvez l'appeler Dieu, si vous êtes croyant. Et ce Dieu-là, attention, il n'est pas libre, il ne fait pas ce qu'il veut, il ne peut faire que la perfection. Et c'est tellement vrai ce que je dis, que j'ai même calculé la période de reproduction des événements, c'est-à-dire qu'on se retrouvera tous à ces mêmes tables, vous ferez les mêmes gestes, lui fera les mêmes remarques idiotes, dans 10 puissance 58 secondes. J'ai le calcul. Et ce calcul est vérifiable par tout le monde, contrairement à ce qu'on vous affirme dans les pseudo-sciences officielles. Alors l'autre fois, il lisait Étienne Klein, le pauvre Étienne Klein, il n'a rien compris. C'est toi qui lisais Étienne Klein, là, vous qui lisiez Étienne Klein, ben, tu l'as foutu au panier, j'espère. Hein? Non, parce qu'ils sont nuls à tomber par terre. Alors comment ils ont pu se maintenir? Ils se maintiennent par des systèmes médiato-politico-scientifiques. Tout ça, c'est les mêmes bains, c'est-à-dire c'est les scientifiques qui dirigent les politiques réciproquement. Donc ils sont de mèche. C'est pour ça qu'on est dans l'état actuel, vous voyez, il y a plein de manifestations, ça commence à sortir dans les résultats, ça va aller loin, c'est pas sûr que Macron va finir son mandat, c'est pas sûr, c'est mal parti. Alors les fonctionnaires comme nous a déjà fonctionné. Alors il paraît qu'il nous dit merci. Moi je dis pas merci à un voleur comme lui. Non, mais attends. Non, mais attends, il nous dit merci, ça veut dire qu'il nous remercie, au sens où on remercie un employé. Les retraités, vous avez rendu des services, merci, vous n'avez qu'à passer de l'autre côté. Bon, bref, alors, ça y est, c'est fini. Alors, la parole est ouverte au débat. Alors, qui c'est qui a des questions?